Bonjour à tous et à toutes, du monde entier d'ailleurs, puisqu'on voit des bonjours arriver d'un peu partout et ça fait très plaisir. Et donc, bienvenue dans ce webinaire proposé par les éditions PUG à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Les médias en classe. C'est un ouvrage qui a pour but de vous aider, grâce à un kit pédagogique complet, à intégrer les médias dans la classe de langue. Je suis Emmanuelle Vouriot et je travaille donc pour les éditions PUG. J'ai peut-être déjà rencontré certains d'entre vous du temps où on pouvait encore se déplacer. Pour les autres, je suis ravie de vous avoir avec nous pour ce premier webinaire. Et je suis aussi très heureuse de pouvoir renouer contact avec vous, avec tous ces acteurs du FLE grâce à ces formats virtuels. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai avec moi plusieurs personnes qui sont là pour ce webinaire que je vais vous présenter bien entendu, puisqu'on est 5, comme vous pouvez le voir en bas. On peut dire un bonjour généralisé tout le monde, je pense. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je voulais faire un petit point sur le déroulé et le fonctionnement, histoire de rappeler les règles, on va dire, du webinaire. Déjà, sachez qu'au format webinaire, vos micros et vos caméras peuvent être coupés, ne sont pas d'utilité, puisque vous pouvez nous voir, mais on n'a pas cette chance. On espère qu'on l'aura bientôt. Vous pouvez également interagir donc via le chat. Vous avez déjà commencé pour nous dire d'où vous venez. Ce chat sera davantage utilisé, on va dire, pour les questions d'ordre technique. En revanche, pour échanger et pour les questions qui auront plus attrait à la présentation, ce sera via l'onglet questions qui est juste à côté du chat. Et l'avantage de cet onglet questions, je vous invite donc à poser les questions en rapport avec la présentation qui va avoir lieu dans cet onglet. Si vous voyez que la question que vous voulez poser a déjà été posée, eh bien, vous cliquez dessus, ça permettra de la comptabiliser une nouvelle fois, puisqu'à la fin de cette présentation, on aura un temps d'échange, car oui, l'échange, c'est important et on est très impatient de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Et de ce fait, on sélectionnera donc les 5 questions qui auront été le plus fréquemment posées et le plus de fois comptabilisées grâce à cet onglet. Alors, ensuite, comment ça va se passer? J'ai avec moi donc plusieurs personnes, comme vous avez vu. J'ai Michel Boiron, qui est le directeur du Cavillam Alliance française de Vichy. Bonjour. Voilà. Bonjour Michel, et qui est aussi chez nous le directeur des collections Outils malins du FLE et Guides pratiques. Les guides pratiques donc qui accueillent l'ouvrage dont fait l'objet ce webinaire. Et donc, Michel vous parlera un petit peu de ces collections en introduction, seconde introduction. Et ensuite, eh bien, on a la chance d'avoir 3 auteurs avec nous, donc les 3 auteurs du livre Les médias en classe, qui vont pouvoir intervenir sur le cœur du sujet, à savoir donc comment introduire ces médias dans la classe, en faire une richesse pédagogique. Je vais avoir donc Gérard Colavecchio avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gérard, qui est chef du bureau de la formation et de l'innovation à la EFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Nous aurons aussi Evelyne Paquier. Bonjour Evelyne. Bonjour. Qui est directrice adjointe en charge de la promotion et de l'enseignement du français à TV5 Monde. Et nous avons enfin Lidwine Van Dixon, si je le prononce bien. Bonjour Lidwine. C'est parfait, bonjour. Ouais. Qui est donc chef du service langue française à RFI. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Boum, et je vais donc laisser la parole à Michel. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, nous avons créé avec les éditions PUG une collection qui s'appelle Les outils malins du français langue étrangère. Et l'objectif, c'était de créer en fait une collection qui permette en fait à de jeunes auteurs aussi de faire part de leur expérience et de leur pratique de classe. Et d'autre part, de faire un peu le point sur également la théorie liée aux activités de classe en fait au quotidien. Donc effectivement, au cours des 10 années
que cette collection existe. On a traité des questions comme l'écriture créative en classe, l'utilisation des nouvelles technologies, la grammaire, bien sûr, mais une grammaire en action, ludique, la prononciation et comment prononcer. On a travaillé également sur les jeux de théâtre, les jeux de rôle, et également un des derniers ouvrages, c'était sur un atelier de conversation. Donc, en gros, comment animer des classes autour de débats d'idées. Donc, voilà, en fait, l'idée de départ qui était donc, encore une fois, de créer, en fait, une collection qui permette à des personnes nouvelles au niveau de l'écriture de justement faire leurs preuves, partager avec les collègues à la fois leurs connaissances théoriques et pratiques. Cette collection, en fait, remporte un grand succès parce que justement, elle est vraiment centrée sur la pratique de classe. Et c'est vrai qu'elle est à la fois utile pour les personnes qui sont très expérimentées, pour renouveler leur pratique, mais également aussi pour les jeunes professeurs qui trouvent là des idées de départ vraiment utilisables dans la classe. Et puis pour ce qui concerne les guides pratiques, donc aujourd'hui il y a eu 2 guides pratiques qui ont été publiés, un guide sur les applications que l'on trouve sur les sites internet et sur les sites magasins comme Apple ou Google, donc Android pour une utilisation pédagogique. C'était le premier guide. Et ici, ce deuxième guide sur les médias en classe, donc qui nous a paru un sujet central, donc associé donc à la fois aux démarches de TV5 Monde et de RFI et également de la EFE. Donc autour justement de qu'est-ce que c'est qu'un média, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que le métier aussi d'animateur média, de journaliste, de créateur, et comment est-ce qu'on peut en fait à la fois utiliser ces outils ou ces médias justement dans le contexte de l'apprentissage d'une langue et en même temps pratiquer ce qu'on pourrait appeler l'éducation aux médias. Voilà en gros résumé. Et je vais passer la parole à mes collègues, donc Lydie van Dixhoorn, Gérard Colovecchio et Evelyne Paquier. Merci. Merci Michel. Donc effectivement, on va pouvoir poursuivre avec l'intervention de Lydvine pour la suite qui va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Je suis impressionnée par le nombre de participants et le monde entier est à l'écoute. Donc, justement, on va vous présenter cet ouvrage. J'espère que vous allez à peu près avoir une bonne idée de ce qu'il y a dedans et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi est-ce qu'on l'a écrit? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des heureux possesseurs du kit pédagogique que nous avons sorti il y a 10 ans, qu'on a distribué pendant les formations et qui s'appelle le kit pédagogique pour utiliser les documents audiovisuels en classe de français, qu'on a sorti à l'époque parce qu'il y avait un besoin avec le ministère des Affaires étrangères, l'Institut français et le CLEMI. 10 ans, les exemplaires sont utilisés et avec les PUG, nous sommes dit ce serait peut-être bien de faire une mise à jour parce qu'effectivement, je propose qu'on réfléchisse d'abord un petit peu sur qu'est-ce qui a changé pendant 10 ans et c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, au niveau des médias d'abord et du numérique, vous en êtes tous rendu compte, hein, on est 80% de personnes dans le monde aujourd'hui, 5,5 milliards de personnes, avoir un téléphone connecté en main. Et avec ces téléphones connectés, nous passons tous les 6 minutes un moment. En gros, nous passons 8 heures par jour chacun sur Internet, 3 heures devant la télévision, 1 heure devant la radio. Donc, vous en êtes tous rendu compte, la technologie a beaucoup évolué et les médias sont devenus en fait un outil de communication que nous utilisons au quotidien. Dans tous les domaines, que ce soit les loisirs, le professionnel, surtout en ce moment avec la crise, et aussi dans les apprentissages. C'est intéressant, par exemple, pour vous, enseignants, de réfléchir à prendre conscience de l'importance de ces médias dans votre vie quotidienne.
pas seulement pour regarder, mais je peux aussi vous dire que, par exemple, si vous demandez qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, ben, on regarde surtout des vidéos, on écoute des podcasts. La moitié des jeunes regardent aujourd'hui des infos, donc ils s'informent, mais sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde sur les plateformes de vidéos, on peut compter des dizaines de milliards de vidéos vues par jour dans le monde. Et parmi ces vidéos qu'on regarde sur les plateformes, c'est les tutos qui sont les plus regardés. Donc ça, c'est intéressant aussi à retenir. Après, on ne fait pas que regarder. Nous sommes devenus aussi des producteurs, tous. On expérimente, on publie sur Instagram, on publie des petites vidéos pour parler de nos loisirs. Et en fait, ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que tout le monde s'est mis à publier, à produire, à faire des stories, à faire du storytelling, à faire des graphismes compliqués sur Instagram, par exemple, ou à faire des vidéos avec tous les outils qui sont maintenant complètement faciles à utiliser sur nos téléphones. Et enfin, on communique aussi beaucoup avec nos téléphones et avec les médias. De moins en moins de messages sont écrits. Vous faites tous des textos peut-être sur WhatsApp ou sur d'autres plateformes, mais de plus en plus de jeunes communiquent directement via des vidéos ou audio. Donc, on peut dire qu'on n'est plus que des consommateurs passifs des médias comme on était il y a 10 ans. On est réellement devenus des acteurs d'un monde où on est entouré de médias, des acteurs d'un monde où il y a des codes sociaux, il y a une culture des médias qui est différente dans tous vos pays probablement. On n'utilise pas les mêmes applis, on n'utilise pas les mêmes langages. Et donc, c'est énorme ce changement qui a eu lieu en 10 ans. Un changement qui a eu lieu un peu naturellement. On s'y est tous mis. Et maintenant, on est entouré d'informations aussi. On est noyé sous l'information. Et on peut se poser la question, donc, quel est le rôle de l'éducation dans tout ça? Et aujourd'hui, il faut savoir utiliser non seulement ces médias et ces codes qu'on fait un peu intuitivement, mais c'est bien aussi qu'on soit conscient de la manière dont on communique aujourd'hui. Et pour ça, l'éducation aux médias est devenue essentielle. Pas seulement pour savoir comment on communique, mais aussi pour savoir, par exemple, quelles sont les informations qu'on peut facilement consulter, quelles sont les informations crédibles, quelles sont les informations qui ont un langage irrespectueux, quelles sont les fausses informations, comment est-ce qu'on se fait influencer. Et donc, l'éducation aux médias, aujourd'hui, c'est devenu en fait l'éducation à un langage de communication que nous utilisons et qui est une éducation pour aussi nous rendre responsables. En France, par exemple, et dans d'autres pays, l'éducation aux médias et à l'information est devenue le socle du programme scolaire dès l'école primaire, comme lire, écrire et compter. Donc, on a appris à lire et à écrire. Maintenant, il faut aussi apprendre à communiquer. Donc, c'est une matière transversale et qui concerne aussi l'apprentissage des langues. On peut se demander comment est-ce qu'on apprend une langue aujourd'hui aussi. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, est-ce qu'on apprend aussi beaucoup le français encore pour la beauté de sa grammaire ou pour la littérature, bien sûr. Mais on apprend surtout une langue parce qu'on a besoin de communiquer tout de suite. On a besoin de communiquer dans ce monde numérique. On a besoin de fonctionner dans ce monde global en français. Et on veut immédiatement pouvoir parler, comprendre. Et donc, on apprend tout au long de notre vie, on choisit le moment où on apprend ce français et on fonctionne tout de suite avec cette langue, avec nos outils numériques. Grâce aux médias, on peut apprendre une langue aujourd'hui en immersion totale.
la francophonie, elle est à distance d'un clic, on peut facilement s'immerger dans la culture française, dans les échanges, dans la communication, dans les échanges sociaux en français. Et grâce aux médias, on peut aussi participer donc à ce monde de communication en français. Vous avez tous probablement déjà utilisé des médias dans la classe de langue. Souvent, on utilise pour illustrer une thématique dans votre manuel ou pour s'entraîner à la compréhension orale. On peut aussi parfois faire des petits projets. Et nous, dans notre ouvrage, on propose d'aller un petit peu plus loin. On propose d'intégrer l'éducation aux médias et à l'information dans la classe de langue. Pas seulement apporter des documents dans un cours pour travailler une des compétences, mais pour travailler toutes les compétences, parce que en fait, la dimension a changé. Ce n'est plus on vous apporte une vidéo pour comprendre un sujet de l'écologie, mais voici le langage des médias. Voici le langage avec lequel vous pouvez communiquer en français. Et donc, c'est un ensemble de codes à décrypter, c'est un ensemble de discours à comprendre pour les produire à son tour. Parce que les médias, ce n'est pas le même langage que l'écrit. On a tous encore été formés à enseigner le français, surtout fondé sur l'écrit. Aujourd'hui, pour fonder un enseignement aussi sur les médias, il faut déjà connaître ces langages, et ce sont des langages multiples. Il y a le son, il y a l'image, il y a le texte aussi. Ces multiples langages fonctionnent souvent ensemble, mais ils ont tous leur fonction, ils ont tous un discours particulier, ils ont tous une perception différente chez l'auditeur, ils ont tous leur manière d'attirer l'attention et de créer un ensemble de discours qui est cohérent et pertinent avec ces trois éléments. C'est intéressant aussi de prendre conscience de ces langages-là et de savoir comment ils fonctionnent chacun, ce qu'on essaye de vous expliquer dans ce bouquin. Parce que pour intégrer l'EMI, comme on dit, l'enseignement aux médias et à l'information dans votre classe de langue, vous pouvez me dire c'est compliqué, je n'ai pas été formé à ça, je n'ai pas eu la formation initiale, ça me prend du temps, techniquement j'ai besoin de plein de matériel et en plus, c'est vrai, il faut adapter sa pédagogie. Et donc, on sait aussi tous que l'intérêt des médias dans la classe de français, c'est aussi de pouvoir comprendre et s'exprimer tout de suite et d'engager les apprenants sur des sujets qui les concernent directement. Donc, c'est pour ça que cet ouvrage, il a évolué depuis l'équipe pédagogique. Il est beaucoup plus consacré à l'éducation aux médias et à l'information et au numérique. Il vous propose des outils très simples, très concrets, très pratiques, une réflexion aussi sur les médias et des explications sur le fonctionnement du discours médiatique pour engager donc pour vous faciliter l'intégration des médias dans votre classe et pour engager vos apprenants de communiquer dans notre société d'aujourd'hui qui est en français. Et donc, Gérard, il va vous expliquer en quoi consiste un petit peu l'ouvrage et comment vous allez pouvoir le consulter. Oui, merci Lidvine. Bonjour à toutes et à tous. Je regarde un peu les messages dans le chat en même temps. Je vois que certains ont déjà le livre et nous adressent des premières félicitations. Donc, je tenais à les remercier au passage. Puis, je voulais faire aussi une petite aparté parce que je vois qu'Emmanuel vous rappelle de poser des questions dans l'onglet questions. C'est important, comme ça, on pourra y répondre à la fin de nos interventions. Alors effectivement, je vais vous montrer un peu, enfin vous montrer, c'est une façon de parler, comment utiliser ce livre et qu'est-ce qu'on y trouve en fait, comment on l'a pensé, comment vous-même, une fois que vous allez l'avoir, comment vous en servir dans votre pratique de classe et en dehors de la pratique de classe, parce que justement, donc les médias en classe, c'est un kit pédagogique comme vous l'avez vu pour la classe de langue.
Et vous allez voir que tout au long de l'explication, on va revenir sur le fait que c'est une boîte à outils du pédagogue. Alors, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce livre a été imaginé pour être publié dans la collection des guides pratiques pour animer la classe aux éditions Pugue. C'est une boîte à outils qui permet d'abord plusieurs façons de le lire et avec un public différent, varié, sur lequel vous participez. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dès sa conception, on a imaginé un guide pratique. Et comme vous avez pu le lire dans nos biographies, on a des expériences de formateurs, d'enseignants, on intervenait à l'époque dans le monde entier, et du coup, et de producteurs aussi, hein, pour RFI et TV5 Monde. Et effectivement, cette forte expérience de formateur à l'international, on a vu défiler des profils complètement différents, variés, parmi les publics qu'on a croisés. Et donc, on a vu que certains enseignants, enseignantes préfèrent s'inspirer plutôt d'activités pédagogiques pour aider à préparer la classe, et d'autres préfèrent plutôt appréhender la classe en étant guidés par un pas, avec une méthodologie de travail très précise. Donc, on a essayé de conjuguer les deux attentes. On a essayé de combiner astucieusement à la fois des activités simples à mettre en classe, directement, prêtes à l'emploi, jusqu'à construire plutôt un projet ambitieux permettant de transformer sa classe en un véritable média. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Si vous avez une classe de 20, de 30 élèves, on a imaginé transformer cette classe à la manière, de manière très professionnelle, à la manière d'un média, c'est-à-dire conférence de rédaction, distribution des rôles, des fonctions, pour que chacun ait une part d'activité pour arriver à un produit final complet, ne serait-ce que des podcasts, réaliser une émission avec les moyens du bord au milieu de la classe, etc. Donc, une véritable transformation de la classe en classe média. Donc, que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez une batterie d'outils pour vous aider à préparer, animer des cours, voire des formations si vous êtes formation initiale continue des adultes, mais aussi à côté de ça, des outils pour vous auto-former, parce que vous allez voir, il y a des connaissances, une culture à acquérir ou approfondir, parce que souvent, c'est ce que disait Lidvine, on sait des choses, mais on a besoin de les formaliser, on a besoin que quelqu'un les rassemble à un moment ou l'écrive sur papier. C'est un peu ça, c'est une structuration peut-être d'expérience et de connaissances que vous avez des médias. Alors, c'est donc une boîte à outils. Je vous l'ai dit, de par son organisation qui est divisée en chapitres indépendants les uns des autres. Hein. Voilà, c'est pas un roman, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas la peine. Vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire de le lire de but en blanc. Hein, mais vous pouvez aller piocher d'ici de là en fonction des chapitres que je vais vous présenter dans un instant. C'est un livre, on va dire, pratico-pratique. Alors, l'ouvrage, donc, il permet de travailler de manière transversale à travers les différents médias spécifiques. Hein, donc, médias sociaux, médias vidéo, médias audio. Et dès la première partie du livre, que vous voyez en ce moment apparaître à l'écran, on entre directement dans le cœur du sujet. On part d'un état des lieux sur l'éducation aux médias, que vient de décrire Lidvine il y a un instant. Alors, éducation aux médias et à l'information, c'est important cette distinction, puisqu'il y a toute une partie recherche de l'information, structuration, recherche des sociétés, etc., qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà, on va définir cette éducation aux médias et elle va ainsi nous permettre de définir l'apport des médias dans l'apprentissage et la pratique des langues, mais on ne va pas se contenter de cette analyse, de cette production, on va aller jusqu'à l'évaluation, au même titre que vous évaluez vos séquences pédagogiques et vos apprenants. Et cette évaluation, elle comprend trois chapitres très simples, 3 thèmes. C'est évident, c'est la réception, la production et l'interaction. Ensuite, pour aller dans des notions que vous connaissez un peu plus, évidemment, dans cette deuxième partie, qui concerne évidemment la compréhension, c'est des notions qui vous sont semblées ou être familières, et sur lesquelles nous allons expliquer comment, pour le coup là, on introduit un média en classe. Ce volet sur lequel vous allez vous appuyer pour faire court. La troisième partie, on insiste sur la production médiatique où l'apprenant va passer du statut d'apprenti journaliste, producteur en herbe, au véritable producteur de médias. Evelyne vous enchaînera dessus sur cette partie-là spécifiquement.
Et puis la fameuse boîte à outils dont je vous ai parlé, qui vient en aide aux pédagogues. Tout ceci se réalise évidemment, comme vous l'avez vu, en étant accompagné, pour être accompagné, je veux dire, dans vos préparations de cours, pour vous assister avec les différents outils techniques, pratiques. On va même parler de petites fiches mémo dans un instant, qui vous permettront, à travers cette partie, de garder cet ouvrage toujours à votre côté. Vous voyez, c'est un peu le référent, le guide sur lequel on jette un œil, on se rassure, on se rappelle des notions concrètes qu'on a vues ou abordées. Alors, on distingue deux grosses parties. Il y a des outils, ce qu'on appelle fondamentaux, et puis une batterie d'outils complémentaires. Les outils fondamentaux, c'est simple, c'est une grille et un guide. Le guide, qui s'apparente à un mode d'emploi pour concevoir votre séance de cours. Et la grille, ça va plutôt permettre aux apprenants, et à vous-même d'ailleurs, de décrypter et d'identifier des composants du document audiovisuel que vous aurez sélectionné. Alors vous allez très vite vous apercevoir que, à force de parcourir le livre, d'analyser, d'avoir un regard un peu plus réflectif sur ces médias, vous avez pu regarder de la même façon les médias, vous n'écouterez plus, vous ne visionnerez plus les documents audiovisuels comme avant, grâce justement à ce décryptage et à cette observation fine qui, au final, sert à une meilleure acquisition de la langue. On va dire ça comme ça. Vous avez donc d'autres outils que je vais passer en revue très rapide. Alors, il y a ce qu'on appelle les astuces pédagogiques. Vous verrez, ça s'insère à travers les textes. Ça aère bien le livre d'ailleurs. On part sur des moments théoriques et on enchaîne directement sur des astuces, des conseils. Alors, ces astuces, ça, vous le voyez en ce moment, c'est le conseil du pédagogue. Elles vont vous permettre une manière d'aborder votre séquence en situation de classe, d'attirer votre attention sur un aspect du cadre, sur les bonnes questions à se poser. Vous avez d'autres encadrés qui s'appellent « à savoir ». Alors là, c'est pareil, on va faire un zoom. C'est l'info qu'il vous faut. On va faire un zoom sur un éclairage, un sujet, une thématique, un élément lexical, un élément pédagogique. Là, typiquement, on ne peut pas parler d'éducation aux médias à l'information sans parler de la liberté d'expression et d'opinion. Alors, vous voyez, ce n'est pas la peine que vous alliez chercher des ressources partout. Nous, on vous a fait le travail à votre place et on vous met des petits encadrés comme ça en disant, voilà, la liberté d'expression, ça vient de là, ça sert à ça, voilà le cadre, c'est bon à savoir. C'est exactement ce qu'on a voulu faire, c'est vous faciliter le travail dans cette démarche d'éducation aux médias. Ensuite, les conseils de pro, je pense que ça parle tout seul. Moi, je le répète souvent, c'est un peu le conseiller en magasin à qui vous allez demander conseil pour avoir des aspects techniques d'écriture. Là, vous allez voir, Evelyne va en parler dans un instant de l'écriture. Pour écrire, il y a un code, c'est spécifique. Là, on vous parle de formuler des questions pour une interview. On vous donne quelques conseils pour que ce soit simple et pratique. Enfin, on ne pouvait pas aborder, si vous voulez, ce livre sans vous fournir en annexe un glossaire. C'est un glossaire complet. Alors, il est divisé en deux parties. Il y a à la fois le glossaire de l'audiovisuel, et puis vous avez remarqué que faire de l'éducation aux médias à l'information, comme l'a dit Evelyne tout à l'heure, c'est aborder les outils numériques, aborder des notions digitales, des notions numériques. Et donc, on a fait aussi un glossaire sur le numérique afin de dépasser un peu ce jargon qu'on emploie souvent dans des domaines spécifiques. Voilà, donc ça, c'était la partie qu'est-ce qu'on y trouve et comment est articulé le livre. Et là, dans un instant, Evelyne va plutôt nous parler sur quoi on s'est fondé pour fournir ces outils. J'arrive. Donc, je reste dans mon petit coin. Donc, en effet, tous ces outils pratiques sont fondés sur des approches méthodologiques et des référentiels que vous connaissez peut-être déjà. Et comme l'indiquait Gérard, nous utilisons aussi ces outils dans nos propres formations et dans notre quotidien professionnel. Et nous avons voulu combiner tout cela, les compiler pour mettre en évidence le lien entre l'éducation aux médias et à l'information et l'apprentissage des langues. Donc, les outils proposés s'appuient sur des recherches dans différents domaines, donc l'apprentissage des langues, évidemment, la didactique du français langue étrangère, la communication, l'éducation aux médias et à l'information. Et nous avons aussi pris en compte des pratiques professionnelles dans les métiers du journalisme
et dans nos propres expériences de terrain en tant que formateur, éditeur, le lapsus est intéressant, éditeur, producteur de contenu pédagogique en lien avec notamment les médias TV5 Monde et RFI. Donc dans le livre, nous abordons évidemment l'approche de l'oral à partir d'un document authentique dans un cours de français langue étrangère. Et nous nous appuyons sur des classiques, Sophie Moirand, Carmen Comte, Thierry Lancien, etc., qui sont aussi les références utilisées dans les productions disponibles sur nos sites RFI Savoir et TV5 Monde. Disons que l'on entre dans les coulisses de la confection des ressources pédagogiques de RFI Savoir et de TV5 Monde. Donc nous reprenons par exemple la suggestion de Sophie Moirand pour l'analyse pré-pédagogique sous la forme d'une grille. Cette grille va orienter l'analyse du discours médiatique qui est donc cette combinaison de sons, d'images, de textes, comme le rappelait Lidwin en début d'intervention. Nous posons aussi comme postulat que l'audio et la vidéo sont des supports de communication spécifiques. Là, on se rapproche des propos de Louis Porchet. Et ceci permet, dans une même séance de cours, de travailler toutes les compétences. Donc, la compétence de compréhension audiovisuelle, mais aussi les compétences de production, d'interaction et les compétences en éducation aux médias et à l'information. Le son et l'image ne sont pas de simples prétextes pour tester la compréhension des apprenants. Ce ne sont pas uniquement des supports de compréhension, mais aussi des supports d'expression. Et ils apportent une vraie valeur ajoutée au cours, ils enrichissent la vie de la classe. Et l'enseignant, et nous le savons tous, joue un rôle important pour scénariser ce matériau sonore ou vidéo. Et c'est pour faciliter ce travail de scénarisation ou de didactisation que nous avons élaboré le guide de conception. Le guide récapitule les 6 étapes d'un cours construit à partir d'un document audiovisuel. Il sert à développer des savoir-faire, à acquérir des automatismes et une certaine autonomie aussi quand on est un enseignant moins expérimenté. Le guide va suggérer une démarche pédagogique progressive, simple, à partir d'un document authentique. Et il permet aussi, à travers des idées de consignes, des typologies d'activités, de susciter des idées pour mettre en œuvre certaines techniques d'animation que nous voulons valorisantes pour les apprenants. Donc, à cette approche méthodologique de l'oral, d'ores et déjà appliquée par un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes, dont vous certainement, nous ajoutons une approche de la production audiovisuelle. Là, nous avons souhaité associer en fait cette méthodologie pour guider à la fois les enseignants et les apprenants dans la production de supports audiovisuels qui soient conformes aux règles de l'art. J'y reviendrai. L'idée n'est pas nécessairement de transformer chaque apprenant en un journaliste en herbe, même si l'on peut aider des journalistes en herbe à se perfectionner et à perfectionner leurs compétences. L'idée est plutôt de donner une réelle valeur qualitative à une production vidéo ou audio effectuée dans le cadre d'une tâche de production pendant un cours de langue. Nous avons toutes et tous demandé à des apprenants de jouer une interview, de réaliser un spot promo, voire même parfois d'écrire le commentaire d'un reportage vidéo. Mais souvent, en fait, la tâche reste une tâche communicative, éventuellement teintée d'actionnel, et le résultat n'est ni publié, ni souvent publiable. Il faut l'admettre. On est entre nous, presque. Or, l'ultime finalité d'une production médiatique est d'être lue, regardée ou écoutée par un public spécifique. Donc, pour une tâche qui est réalisée dans une perspective actionnelle, il faudrait aller jusqu'à la publication. Et c'est ce que nous vous proposons en fournissant les outils adéquats. Et en donnant des conseils de professionnels, des outils justement qui vont rendre la production viable en dehors du cours de langue. Et ces outils professionnels sont basés sur des règles journalistiques, sur des référentiels que les professionnels des médias utilisent eux-mêmes. Une fois adaptés pour la classe, ils présentent un réel intérêt éducatif, langagier aussi et culturel.
Donc tout d'abord, nous proposons, ou nous suggérons en tous les cas, une méthodologie, une démarche simple qui part de l'observation pour aller vers la production. Donc là, on connaît à partir du connu pour aller vers l'inconnu, justement, en identifiant notamment des fonctions de communication langagière, celle de Jacobson, car toutes les fonctions langagières sont présentes dans les différents formats et genres médiatiques que nous consultons, que nous produisons, que nous lisons, que nous regardons, etc. Nous procédons donc par étapes, en partant d'une étape ou d'une phase de découverte pour aller vers une publication, une diffusion sur différents types de supports, et en passant par la création. Donc la création, c'est l'écriture, l'enregistrement, le tournage, etc. Et ceci reproduit le véritable travail d'un journaliste ou d'une journaliste. Nous l'avons transposé dans le cours de langue. Et au cours de toutes ces étapes, les apprenants et les apprenantes sont actifs. Il y a de l'interaction en français, ils écrivent en français, ils parlent en français, ils mettent en œuvre des compétences communicatives, sociales, techniques, etc. En complément de ce processus de production, nous apportons des conseils pratiques qui viennent du terrain et sous forme de fiches, comme celle qu'a présentée Gérard. Donc certaines de ces fiches relèvent de la technique. Par exemple, vous voyez à l'écran des idées ou des astuces à avoir en tête au moment où on va effectuer un enregistrement audio ou vidéo pour que le rendu sonore et vidéo soit de qualité, justement. Parfois, il s'agit de tout petits détails, mais il faut savoir les prendre en compte au bon moment. Et d'autres conseils seront d'ordre rédactionnel. Ce sont des conseils issus des écoles de journalisme. De très nombreux contenus vidéo ou audio sont en effet écrits avant d'être dits. C'est une écriture spécifique. Nous sommes dans de l'écrit oralisé, dans le discours oralisé. Et si cette écriture médiatique repose sur des règles précises, elle n'en est pas moins, à notre avis, relativement simple et elle est adaptée pour l'apprentissage d'une langue. Premièrement, elle permet par exemple de développer là encore des techniques ou une sorte de méthodologie qui est propice à l'émergence d'idées. Ce n'est pas toujours évident d'écrire quand on se retrouve devant une page blanche, peut-être encore moins lorsque on utilise une langue qui n'est pas notre langue parlée tous les jours. Et donc, on vous donne des astuces et des règles pour utiliser les questions de base, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, etc., qui balisent toute production médiatique. Et deuxièmement, écrire en fait, pour être lu, regardé ou écouté, c'est manier un discours oralisé qui va se caractériser par plusieurs éléments. Donc la concision, des données concrètes, des structures syntaxiques simples, des réseaux référentiels qui sont riches pour éviter les répétitions tout en redisant la même chose, etc. Et ces textes qui sont écrits selon des règles journalistiques et éditoriales vont pouvoir capter l'attention de la personne qui écoute et qui regarde. La technique de la pyramide inversée, par exemple, qui est présentée aussi dans l'ouvrage. Donc, toutes ces compétences de compréhension, de production, d'interaction avec les médias sont, à notre avis encore, insuffisamment formalisées dans le cadre européen. Et c'est pourquoi nous suggérons des descripteurs pour mieux les faire ressortir, pour mieux faire ressortir plutôt la composante EMI, éducation aux médias et à l'information, dans l'évaluation de tâches qui sont menées dans un cours de français. Pour la rédaction de ces descripteurs, là encore, nous nous sommes appuyés sur un référentiel. Nous avons recouru au référentiel intitulé « Les compétences en éducation aux médias, un enjeu éducatif majeur », édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et que vous pouvez lire intégralement si vous le souhaitez, mais nous vous conseillons d'abord de passer par la synthèse qui figure dans notre ouvrage. Donc notre objectif est de montrer que l'éducation aux médias et à l'information, elle peut être vraiment intégrée dans un cours de langue, sans bousculer outre mesure les pratiques et les habitudes que vous avez, que nous avons, parce que ces compétences en éducation aux médias, elles sont d'ailleurs parfois déjà présentes dans le cours. Comme j'aime à le dire, le prof de FLE qui utilise des médias en classe, en fait, est un bourgeois gentilhomme. C'est-à-dire qu'il fait de l'éducation aux médias et à l'information comme le bourgeois gentilhomme parle en prose, mais sans le savoir. Donc, pour conclure,
Cette approche de la production audiovisuelle est une manière de porter un regard dans les coulisses pour savoir comment travaillent des professionnels de l'information. Donc, ce sera une manière de mieux comprendre comment est fabriquée l'information. Et à partir du moment où on en connaît les rouages, on sait comment ça fonctionne, on apprend à mieux décrypter, ce que disait Gérard tout à l'heure, on ne regardera plus de la même manière, on n'écoutera plus de la même manière, et donc on apprend à mieux s'informer, ce qui reste un enjeu essentiel aujourd'hui dans notre société. Et je repasse la parole à Emmanuel. Merci beaucoup, Evelyne, Lidvine et Gérard, en tout cas, pour toutes ces informations riches de sens et qui, j'espère, auront éclairé un petit peu nos participants, auront répondu à certaines questions et on pourra développer un peu plus s'il y a des questions plus précises ou des demandes d'exemples dans le temps d'échange qui va suivre. Alors pour conclure également, un peu avant ce temps d'échange, on voulait vous rappeler, puisque vous venez du monde entier et que vous ne connaissez peut-être pas tous les PUG et les ouvrages des PUG, je vais des fois vous faire passer une petite question là qui s'affichera sur votre écran pour que vous puissiez répondre. Et ça nous donnera une idée aussi de comment vous vous positionnez face à nous. Est-ce que vous connaissiez nos collections, par exemple? Sachez que on peut nous trouver dans le monde entier, que ce soit en librairie ou sur les plateformes de vente en ligne. On a également donc un site internet qui s'appelle pug.fr, qui est indiqué ici, et sur lequel vous allez pouvoir retrouver donc dans le menu de navigation principal tous les ouvrages qu'on propose classés par grande thématique, donc à savoir les collections outils malins, guides pratiques, ça va être dans les pratiques de classe, mais vous allez également pouvoir trouver voilà, des ouvrages de grammaire, des méthodes, des lectures faciles, des ouvrages pour l'écrit, d'autres pour préparer des examens, donc une palette assez variée et que souvent on ne soupçonne pas quand on ne connaît pas forcément notre maison d'édition. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous propose donc de télécharger un extrait du livre. Alors que ce soit, vous verrez, il y a une sélection de pages, à la fois de mémos qui ont été présentées, mais aussi de fiches pratiques à mettre en place et donc d'activités clés en main. Un petit peu de théorie aussi. Donc, quand vous irez, le lien va vous être donné dans le chat. Dans le chat, on va vous mettre une série de liens donc pour aller voir tel ou tel document et notamment donc pour télécharger l'extrait. Pour ceux qui n'auront pas vu le chat, qui regarderont le replay, donc sur notre site, sur la page de présentation de l'ouvrage, on peut voir l'extrait en ligne en cliquant sur l'œil ou le télécharger au format PDF pour l'avoir sur son ordinateur, son smartphone ou qu'on le souhaite. Et également, donc pour les participants de ce webinaire, si vous souhaitez vous procurer l'ouvrage, vous avez donc une petite remise avec le code webinaire PUG. Si vous commandez entre aujourd'hui et le 10 mars sur pug.fr, vous aurez droit donc à 5% de réduction et une livraison réduite. Donc elle est à 90 centimes pour la France et on l'a également réduit pour le monde. Parce que sinon, les tarifs postaux, c'est à s'arracher les cheveux, mais vous le savez certainement. Et ce n'est pas toujours facile. Donc voilà. Et je vous propose dès à présent de passer justement à l'échange qui nous manque tant à nous, mais je suppose aussi à vous, pour des questions peut-être un petit peu plus techniques. On vous passe également une diapo qui vous permettra de nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Alors, sur Twitter, bien entendu, vous pourrez retrouver RFI, TV5 Monde, Gérard avec son compte ou encore les PUG. Sur Facebook également, mais également sur d'autres médias qui ne sont pas marqués là. Donc, on a parlé d'une chaîne YouTube sur laquelle on mettra le replay notamment. Vous aurez les liens également dans un mail et dans le chat. Et tous les autres réseaux sociaux. Alors pour les PUG, quand vous tapez édition PUG, vous allez régulièrement nous trouver, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions également. Et donc on vous met également le mail ici. Donc c'est mon mail. Si vous avez des difficultés ou des précisions à avoir, ou si vous souhaitez par la suite poser des questions à nos auteurs,
qu'on pourra faire remonter. Alors, je vais aller voir le petit onglet questions pour savoir si nous avons des questions qui sont remontées. Et donc, nous avons Michel qui a déjà répondu à pas mal de questions en ligne. Alors, à la question du certificat, bon là, ça c'est plus question technique. C'est moi, non, on n'a pas prévu de certificat pour ce webinaire. Néanmoins, si vous avez voilà, un besoin ou une demande de votre institution, n'hésitez pas à justement m'écrire un mail directement et on fera en sorte de vous en fournir un. Alors, pour trouver des liens, trouver des ressources, là aussi, il y a une réponse faite par Michel, mais effectivement, c'est s'appuyer sur toutes les ressources disponibles sur les sites de RFI et TV5 Monde. D'ailleurs, je pensais peut-être donner la parole à Lidvine puis à Evelyne, si vous voulez dire un mot sur les types de ressources qu'on peut peut-être trouver sur les sites. Oui, bien sûr. Juste une petite remarque préalable, c'est RFI Savoir avec un S à la fin. C'est plusieurs savoirs que nous proposons sur ce site. Donc, ne tapez pas non plus 3W devant parce que c'est un site qui s'écrit savoir.rfi.fr, donc savoir avec un S. Sur ce site, vous allez trouver des ressources donc, que nous mettons tous les jours en ligne, à partir que vous connaissez certainement du journal en français facile, entre autres, mais aussi à partir de toutes les émissions de RFI, avec notre équipe qui est donc professionnelle de la radio et de la compréhension et de l'enseignement du FLE. On sélectionne les sons qui sont adaptés pour la classe de français pour différents niveaux et on propose autour de toutes les thématiques d'actualité des fiches pédagogiques, des activités en ligne autocorrectives, facilement utilisables aussi dans les classes à distance, par exemple, pour les intégrer dans des parcours sur les classes virtuelles. Et donc, avec l'approche que Evelyne vient de vous expliquer, une approche progressive de la compréhension orale et ludique aussi, qui passe toujours par une phase aussi de production. Donc, vous avez donc à portée de main toutes les informations internationales et les thématiques culturelles qui sont diffusées dans les émissions des RFI, sélectionnées pour vous et utilisables avec des fiches pédagogiques clés en main et des activités autocorrectives sur rfisavoir.fr. Et côté TV5. Oh, pardon. Voilà, je vais dire, allez-y, Evelyne. C'est parfait. Côté TV5 Monde, l'offre est semblable. Donc, la différence, c'est que sur le site de RFI Savoir, vous disposerez de supports audio, donc radio. Sur le site de TV5 Monde, nous passons côté télévision. Donc, les supports pédagogiques sont élaborés à partir d'extraits d'émissions de télévision qui passent sur TV5 Monde. Donc, toutes sortes d'émissions, documentaires, magazines d'actualité, clips musicaux, etc. Et à partir de ces extraits, nous faisons développer, car ce n'est pas fait en interne, mais par des équipes pédagogiques expérimentées, dont celle du CAVILAM, Alliance française à Vichy et l'Alliance française de Bruxelles Europe en Belgique. Et donc, ces professeurs créent pour un usage de chacun des fiches pédagogiques, donc des déroulés de cours pour animer des cours en présentiel ou en face à face, mais à distance maintenant, de plus en plus. Et ils développent aussi des exercices en ligne interactifs, donc des exercices que l'on va retrouver à la fois sur le site apprendre.tv5monde.com et dans une application qui s'appelle Apprendre le français avec TV5 Monde. Donc une application pour téléphone portable. Vous la trouvez sur les magasins applicatifs iOS et Google, App Store et Google Play. Donc, on a deux sites de notre côté, enseigner.tv5monde.com et apprendre.tv5monde.com plus l'application. Merci Evelyne. J'ai plusieurs personnes qui demandaient quid des ressources pour les
pour des tout petits niveaux, type alphabétisation. Et ça peut être intéressant de savoir est-ce que c'est possible d'utiliser des ressources et justement de traiter des médias pour ces publics-là, peut-être? Je veux bien commencer par répondre. On entend très souvent dire que c'est trop compliqué pour les débutants de travailler avec la radio ou avec la télévision, disons avec des documents authentiques. Et en fait, sur RFI Savoir et aussi sur TV5 Monde, mais sur RFI Savoir, on propose des ressources pour les tout petits niveaux parce que on dit toujours, pour apprendre le français, il faut commencer par l'écouter. Il faut, dès les niveaux débutants, commencer à mettre dans l'oreille cette langue qui est donc présente à la radio, à la télévision. Et on a par exemple un dossier avec des devinettes sonores où on a des petits reportages, des petites cartes postales sonores qui sont exploitées pour permettre au petit niveau déjà de travailler avec des documents authentiques. Et par ailleurs, RFI produit aussi des séries bilingues qui sont des fictions et qui permettent d'apprendre le français tout en écoutant une fiction qu'on approfondit sur le site RFI Savoir. Et on a publié une nouvelle fiction qui s'appelle Les voisins du 12 bis, qui est justement destinée donc aux débutants qui sont guidés en fait par leur langue maternelle dans l'histoire et l'histoire d'une personne qui apprend la langue en immersion en France. Et cette série, elle est exploitée pour les enseignants de FLE, mais aussi pour les enseignants qui sont dans le cadre des élèves et apprenants qui sont en train de passer à l'écrit, en train d'apprendre l'écrit, la lecture à l'âge adulte et avec des outils authentiques donc à partir de cette fiction. Donc bientôt c'est intéressant de passer de l'oral à l'écrit. Et donc, bientôt, il y aura toute une collection, la collection Voisins du 12 bis sera enrichie donc avec des outils pour enseigner la lecture et l'écriture à un public adulte aussi. Merci. Oui. Evelyne, tu veux compléter? Oui. On a aussi une offre sur le site de enseigner.tv5monde.com, donc côté fiche pédagogique. Donc je reviens pas sur les propos de Lidwin, c'est le même type de production. Et je pense que là le livre aussi peut aider en fait à introduire les médias auprès d'un public très débutant en français, parce qu'on insiste beaucoup justement sur ces différentes composantes des médias. Le son, ce ne sont pas uniquement des mots, ce sont aussi des intonations, ce sont des émotions qui passent dans la voix, ce sont des débits de parole, etc. Et on fera réagir beaucoup les apprenants là-dessus, en leur fournissant aussi un matériau linguistique pour les aider à s'exprimer. Dans la vidéo, on va s'appuyer sur l'image. Alors ça peut paraître des évidences tout cela, mais en resystématisant un petit peu tout ça et en utilisant les outils qu'on a vraiment voulu transversaux et adaptables à diverses situations, je pense que vous pouvez trouver quelques réponses en consultant l'ouvrage aussi, donc pour vos classes. Je vais me permettre de répondre à une question, d'ailleurs en attendant qu'Emmanuel retrouve son micro, de Carolina Ortiz-Gérès, que je salue au passage, je la connais bien. Elle marquait, dans le cas des documentalistes, nous ne faisons pas de cours de langue. Oui, effectivement, mais on s'est déjà aperçu aussi dans le premier kit que nous avions réalisé qu'il était téléchargé pas forcément justement par des professeurs de langue, évidemment, qui est un des premiers objectifs, mais par d'autres enseignants de d'autres disciplines. Moi, je voulais juste dire aussi que c'est un livre aussi qui travaille sur, vous l'avez vu, hein, sur l'acquisition de la langue, sur l'écriture, sur le parler, sur l'expression. Et aujourd'hui, l'expression prend beaucoup de place. Donc, à la rigueur, ça peut être très transversal sur d'autres disciplines également, où on a besoin effectivement de demander à l'élève de réaliser des exposés, de s'exprimer en classe, de débattre, d'argumenter, de donner une opinion, parce que c'est ça aussi l'éducation citoyenne. Et c'est là où on veut faire en sorte de former des citoyens. Hein. C'est une des premières, d'ailleurs, articles de la Convention des droits des enfants.
Enfin, je vois particulièrement en France, le grand oral arrive massivement au baccalauréat, parce que là, justement, Carolina enseigne dans un des lycées français, c'est pour ça que je me permettais de faire sa parenthèse. Et donc, on est bien dans cet apprentissage en langue, dans le débat, dans l'écriture, dans le parler. Et c'est un livre qui va aider quelque part aussi à ça. Hein. Donc, il n'y a pas de souci hein, sur cette question qui concernait les documentalistes, qui sont aussi le pilier fondamental, entre parenthèses, de l'éducation aux médias et à l'information, parce que l'avantage de cette fonction métier, c'est qu'il rassemble justement des projets transversaux, puisqu'ils accueillent plusieurs disciplines, plusieurs élèves, plusieurs enseignants. Voilà. Je ne sais pas si, Manuel, tu as eu le temps de retrouver. Vous voyez, là, on a fait un exercice médiatique, c'est de combler un manque technique. Mais on l'a fait en répondant aux questions. Voilà. Alors, je vois qu'Emmanuel a quelques difficultés à retrouver le son, donc je voudrais, au nom des éditions PUG et puis de cette collection, en fait, des outils malins et des guides pratiques pour les cours, vous dire que ce qui réunit tous les auteurs et les participants à ces projets, c'est la passion pour l'enseignement, c'est la passion aussi pour l'éducation, l'éveil à la curiosité, aider à la compréhension du monde. C'est ça vraiment qui est important pour nous tous et pour nous tous en tant qu'enseignants aussi. Et donc, je pense qu'Emmanuel a repris, elle a à nouveau la parole. Donc, en tout cas, au nom des auteurs, et je vous souhaite à tous une très très belle journée et vous remercie pour votre participation. Un grand merci à tous, aussi un grand merci à Michel et à nos auteurs qui savent gérer l'imprévu comme des chefs, j'admets, je suis admirative. En tout cas, on espère vraiment que ce webinaire vous aura donné des envies avant tout pour utiliser les médias en classe, qu'il aura balayé les réticences, éclairé les zones d'ombre et que vous pourrez vous tourner aussi vers cet outil qu'on a voulu construire avec les auteurs et qui répondait à un vrai besoin et que cet outil donc pourra vous être utile. Je vous envoie le dernier petit sondage, à savoir est-ce que cette présentation vous a plu? J'espère que oui. Sinon, n'hésitez pas à nous faire aussi les retours pour qu'on essaie de s'améliorer. C'est le but, bien entendu. Moi, j'ai mis oui. Ah, c'est biaisé. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. En tout cas, voilà, un grand merci à tous nos auteurs, merci. À Michel, et puis merci. À vous tous, les participants, d'avoir été là par centaines et du monde entier, de nuit, de jour. Ouais. Et à très bientôt également, on espère, en vrai ou par écran interposé, mais on garde le lien. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.